rentrer comme ça dans votre intimité sans vous demander la permission, c'est aussi ça la magie de la télévision. Pour ce programme hebdomadaire politico-économico-touristique. Je suis Consti Eka et merci de nous recevoir chez vous. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2023-2024. Certains, comme mon caméraman, n'étaient pas nés, n'étaient pas de ce monde, n'étaient pas de cette planète. Quand il y a 45 ans, un des visionnaires parmi les pères de l'indépendance en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny attirait déjà l'attention de nos partenaires du Nord, à savoir nos partenaires internationaux, principalement la France et tout le corollaire de pays qui entourent la France sur les rapports entre les Africains et les Européens. Il y a 45 ans. On va écouter ce que nous avons retenu, qui n'est autre baptisé dans notre chaîne de télévision comme une rubrique « L'histoire retiendra ». On écoute Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, père de l'indépendance de ce pays, la Côte d'Ivoire, parler des problèmes nord-sud avec surtout une vision qui s'avère aujourd'hui positive. Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire est parvenue à un tonnage global de près de 800 000 tonnes entre le cacao et le café. Il y a 2 ans, on nous payait au minimum 1000 francs le kilo, soit une recette de 800 milliards. Brutalement, on nous réduit de moitié et nous perdons 350 à 400 milliards. Quel est le pays industrialisé qui, voyant ses recettes diminuer de moitié, pourrait fonctionner sans que de plus graves ne se produisent dans le pays. Voilà la situation. Quel remède? Nous dénonçons à longueur de journée cette situation que nous imposent non pas des gouvernants, des responsables, mais le monde économique et financier puissant, apparemment irresponsable. Nous ne faisons que pleurer. Je ne sais pas si on essuiera nos larmes, mais nous avons trouvé beaucoup de compréhension auprès du président de la République française. Mais je vous dis, pour terminer, nous n'envisageons qu'une seule solution. À terme, tant que nous continuerons à vendre de minerais de fer, de bauxite, de cuivre, tant que nous continuerons à vendre des produits agricoles bruts, nous subirons la loi des intermédiaires. Nous demandons aux pays industrialisés, notamment à la France, de servir d'intermédiaire, d'avocat auprès des autres Européens. Parce que quand on parle nord-sud, c'est bien l'Europe et l'Afrique. Nous leur demandons de nous aider à former nos cadres
On parle de transfert de technologie. Nous refusons ce terme. On n'a jamais transféré la technologie. On n'en a pas transféré au Japon. On forme les cadres techniques scientifiques qui, sur place, transforment leurs matières premières. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier et non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. L'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, si la lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique. Et l'Europe n'a pas de matières premières. Les Américains en ont, mais pas en quantité suffisante pour en céder à leurs frères et leurs alliés européens. L'Asie, la question n'intéresse pas, je ne vais pas rentrer dans certains secrets, dans certaines confidences. Mais l'Asie, même si elle avait des matières premières, le chiffre de la population est tel l'Asie ne pourrait pas couvrir ses propres besoins. L'Amérique latine, c'est la situation qui prévaut depuis des siècles dans cette partie de l'Amérique. Victime aussi de l'exploitation de mêmes groupes économiques financiers puissants ne peuvent venir au secours de l'Europe sur le plan des matières premières. Il n'y a que nous, l'Afrique, de loin, le grand propriétaire des matières premières. Nous recelons. L'Afrique n'est pas suffisamment prospectée. Mais on peut admettre sans crainte de moindre démenti que nous sommes les premiers pour le faire, les premiers pour les bauxites. Quand on pense qu'en Guinée, il y a des siècles de réserves de bauxite, le manganèse, l'uranium, l'Europe a besoin de ces matières premières pour donner du travail à ses hommes, à ses ouvriers. Imaginez-vous la pauvreté se généralisant, la révolte des jeunes exploités par d'autres. Permettez-moi de ne pas aller loin dans ma pensée. Et si ces matières premières ne parvenaient pas un jour à l'Europe, voyez, notre ami à faire face à 1 million ou 2 millions de chômeurs, et ce n'est pas facile de régler cela, malgré leur bonne volonté, ils y arriveront. Mais si l'Europe venait à être privée de matières premières, c'est le chômage généralisé et qui conduira où, vous le savez vous-même. On n'aura pas besoin de tirer un coup de fusil. Voilà ce que nous nous évertuons à faire comprendre à nos frères européens. Nos intérêts sont solidaires. Il faut qu'ils nous aident à nous développer. Vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire. Nous en sommes conscients. Vous croyez que c'est de gaieté de cœur que nos frères tendent la main chaque année pour une aide alimentaire? Ils sont très dignes, mais ils n'ont pas le choix. Je l'ai dit en Côte d'Ivoire, et c'est la pensée du jour qu'on récite chez moi. L'homme qui a faim n'est pas libre. Et c'est vrai. Nous avons quitté la dépendance coloniale. Mais après 20 ans, nous pouvons faire le point. Pour l'essentiel de notre existence,
pour la nourriture, pour beaucoup, pour nos soins médicaux, pour notre éducation. Bref, pour tout ce qui permet l'épanouissement de l'être humain, nous sommes obligés, il faut le reconnaître, de nous adresser à nos anciens colonisateurs. Vous ne croyez pas que nous soyons conscients de cette triste situation? Nous voulons nous évader de cette situation-là et nous demandons à ce qu'on nous aide. Nous avons des hommes qui veulent travailler parce qu'il est nécessaire pour eux, pour leur existence, pour leur vie et même peut-être survie, de travailler. Mais il faut qu'on nous aide. Nous ne demandons pas l'aumône. Nous ne sommes pas une sorte de mer morte qui reçoit l'eau du Jourdain sans rien laisser passer. Voyez-vous, nous parlons avec beaucoup d'images. Et voudrez-vous que je vous dise ceci pour conclure? Chez nous, on dit qu'il faut que vous nourrissiez votre enfant jusqu'à ce qu'il ait poussé des dents, afin qu'il vous nourrisse quand vous aurez perdu les vôtres. Après cet extrait du président Félix Houphouët-Boigny qui a été entériné dans notre chaîne de télévision, comme l'histoire retiendra, un module qu'on rappelle toujours pour essayer de conditionner les jeunes Africains. Nous allons rentrer du côté de New York à cette 118e Assemblée générale des Nations Unies pour écouter un des présidents dont le pays a été indexé par le président Félix Houphouët-Boigny en parlant de scandale géologique. Parlons-en de cette Guinée-Conakry considérée comme un scandale géologique, comme l'a si bien dit le président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Ce pays, qui est désormais dirigé par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui n'était pas né, il devrait naître 2 ans plus tard, après cette conférence de presse d'il y a 45 ans. Et son homologue gabonais, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, lui, n'avait que 3 ans. Voilà ce qu'on appelle être un chef d'État, un leader visionnaire. Le président Félix Houphouët-Boigny avait déjà attiré l'attention des pays du Nord. Maintenant, rentrons à la tribune des Nations Unies pour écouter le président de la transition de la Guinée-Conakry. Reportage. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putsch militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui le condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je fais partie de ceux qui, un matin, ont décidé de prendre nos responsabilités pour éviter à notre pays un chaos complet, une situation insurrectionnelle. Aucune force politique, toute complètement neutralisée à l'époque, n'avait ni le courage, ni les moyens de mettre fin à l'imposture que nous vivions. Aujourd'hui, le peuple africain sont plus que jamais éveillés et décidés à prendre leur destin en main. La mauvaise répartition des richesses crée des inégalités sans fin. La famine, la misère qui rendent le quotidien de nos populations de plus en plus difficile. Ces inégalités font partie des causes des événements qui mettent en péril surtout le vivre ensemble. Quand les richesses d'un pays sont dans les mains d'une élite, alors que les nouveau-nés meurent dans les hôpitaux par manque de couveuses, il n'est pas surprenant que dans de telles conditions, nous assistons à des transitions pour répondre aux aspirations profondes du peuple. Après ces propos tenus par le président de transition de la Guinée-Conakry, on se pose la question si une nouvelle Afrique est en train de se construire. On ne se pose même pas la question, on se rend compte qu'une nouvelle Afrique écrit ses pages de noblesse. On va réécouter aussi un autre qui a été chargé de porter le message du peuple burkinabé, surtout de la junte au pouvoir au Burkina Faso, face au monde, à cette même tribune des Nations Unies. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le représentant du président de la transition du Burkina Faso s'est exprimé de manière très complexe, preuve d'un ras-le-bol d'une nouvelle Afrique que l'Occident ne voulait pas voir venir. Alors que tout se dessinait, une jeunesse aujourd'hui qui connaît bien l'Occident, qui a été formée en Occident et qui veut aujourd'hui prendre son destin en main. Reportage. Au nom du peuple burkinabé, je m'incline respectueusement sur la mémoire des grands leaders dans le monde qui ont fait rêver et espérer d'une société humaine juste et équitable à travers leur engagement, détermination et esprit de sacrifice. Je cite notamment Fidel Castro de Cuba, Patrice Émeric Lumumba du Congo, Modibo Keïta du Mali, Ruben Unyobé et Félix Moumié du Cameroun, Sylvanus Olympio du Togo, Che Guevara de l'Argentine, Martin Luther King et Malcolm X des États-Unis d'Amérique, Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Jomo Kenyatta du Kenya, Amical Cabral de la Guinée-Bissau et des îles Cap-Vert, Marianne Ngouabi du Congo-Brazzaville, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara du Burkina Faso, etc. Ces leaders ont été, pour la plupart, exécutés de façon violente et d'autres assassinés à travers le feu des prisons et des empoisonnements. Leur seul crime a été pour chacun d'eux l'incarnation des rêves, des ambitions, de l'espoir des peuples meurtris, violés, violentés et pillés. Monsieur le Président, ma présence à cette tribune honorable des Nations Unies, au nom du Burkina Faso, pays des hommes intègres, n'est pas pour ériger des murs de lamentation. Je ne suis non plus pas là pour vous livrer un discours de convenance, mais j'ai été plutôt mandaté en sacrifice pour vous dire que le mensonge d'État, l'hypocrisie diplomatique, la boulimie du pouvoir, la recherche effrénée du gain, l'esprit démoniaque de domination et d'exploitation de l'homme par l'homme sont les vraies plaies qui gangrènent notre vivre ensemble et font courir toute la société à sa perte, y compris donc notre organisation, l'ONU. L'honnêteté intellectuelle recommande
et l'histoire des consciences nous reflète que nous devons présenter nos sincères excuses au peuple libyen pour avoir été, collectivement et individuellement, par passivité condamnable ou par complicité active et inacceptable, aux côtés des bourreaux qui ont été la première catastrophe anthropique en Libye. C'est cette catastrophe qui a mis la Libye à genoux en la saccageant et tuant son guide avant que les eaux de déluge ne viennent l'endeuiller davantage. Et malheureusement, à la tête de cette catastrophe humaine était l'ONU sous la résolution 1970. Et le silence coupable, voire la complicité de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cette macabre intervention, avec la France de Nicolas Sarkozy en tête, a liquidé le guide libyen, le colonel Muammar Kadhafi, le 20 octobre 2011. Si les condoléances au peuple libyen avaient un minimum de bon sens et sans hypocrisie, cette diplomatie macabre n'aurait jamais lieu autour du cas du Niger pour y créer une Libye bis. Ensuite, pour preuve que les relations internationales sont teintées d'une haute hypocrisie diplomatique, dénudées de conscience, de morale, de dignité, d'intégrité, de justice, donc de paix, ce sont encore les mêmes gesticulations dans un aliment scandaleusement mortifère qui s'agitent comme des fauves autour de leur proie blessée pour la dévorer. Aujourd'hui, nous avons fait le constat malheureux que, contrairement au discours de profession de bonne foi prononcé à cette tribune de l'ONU, invitant au respect de la charte de l'ONU et du droit international, les dirigeants représentant le peuple frère du Niger ont été pratiquement interdits d'accès au siège des Nations Unies. Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de citation. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète, il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Monsieur le Président, ce qui vient d'être décrit sont les étiquettes profondément malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme, car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère. Quand on a écouté le président de la transition de la Guinée-Conakry, quand on a écouté le porte-parole du Burkina Faso, plus besoin de se poser des questions, il est plutôt temps aujourd'hui de regarder les choses en face. Nous quittons New York pour le Togo. Le Togo, nous allons évoquer pratiquement 3 événements qui auront marqué ce pays. Le pays du président fort, Ossosima Yassimbe. Le chef de l'État togolais a reçu en audience le recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Les raisons et les différents sujets évoqués, comme nous l'explique ici Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Togo, son Excellence Fort Ossosima Yassimbe, s'est entretenu avec le professeur Slim Kalbous, recteur de l'agence universitaire de la francophonie, qui séjourne à Lomé au Togo dans le cadre de la première édition du salon de valorisation des résultats de recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Le professeur Slim Kalbous a félicité le chef de l'État pour son engagement pour la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation dans l'espace francophone et lui a exprimé la reconnaissance de l'institution pour la tenue de ce salon dans la capitale togolaise. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République puisqu'il a accepté de parrainer un grand projet qui se passe actuellement à Lomé, qui concerne la valorisation de la recherche scientifique. Ce projet est éminemment important parce qu'il concerne le développement de nos pays par la recherche. Pour rappel, l'Agence universitaire de la francophonie est une association d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des opérateurs de la francophonie universitaire. Elle regroupe plus de 1000 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française. À ce titre, l'AUF met en œuvre dans son champ de compétences les résolutions adoptées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Toujours au Togo, et nous profitons comme ça pour vous présenter ce pays, comme vous voyez ces belles images, pour vous montrer que le tourisme peut se faire en Afrique. Allons-y!
Prenons nos avions et sillonnons certains pays d'Afrique pour découvrir notre continent. Ce continent qui est riche de 100 milliards et plus de population. Nous restons toujours au Togo. Et cette fois, nous parlons de la rentrée scolaire 2023-2024 qui s'est effectuée le 25 septembre avec une batterie d'actions annoncées pour améliorer le système éducatif togolais. La formation de notre jeunesse, comme vous le savez, qui est un gage pour l'avenir de notre nation. Reportage Charlotte Abdoulaye. Les élèves ont repris le chemin des classes ce lundi 25 septembre 2023. Ils sont environ 3 millions d'apprenants à entamer l'année 2023-2024. Cette nouvelle année démarre également avec 10 nouvelles actions annoncées par les autorités éducatives pour renforcer le cadre éducatif aussi bien sur le plan pédagogique qu'infrastructurel. Il est 6h40 à Tchévé, c'est le rassemblement général des élèves de l'Institut scientifique, supérieur et d'enseignement technique, I7. La rentrée scolaire est effective dans cet établissement, comme dans bien d'autres dans le reste du pays, toutes catégories d'enseignement confondues, général, technique, confessionnel, formation professionnelle. Selon les autorités éducatives, sont inscrits dans plus de 9000 établissements du préscolaire au lycée, public ou privé. Une délégation ministérielle composée du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, M. Kojo Adedje, et du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Mme Kayi Mivedor Sambiani, a fait le tour des établissements scolaires de la région maritime pour s'assurer du bon démarrage de la rentrée scolaire 2023-2024. Cette rentrée, je me sens tellement fière parce que je vais décrocher mon probatoire et la joie de retrouver mes amis aussi. Je me sens un peu triste que les vacances soient déjà terminées. Mais bon, c'est pour l'école. Je ferai de mon mieux pour être le meilleur. C'est pour mon avenir. Accompagnée de la directrice régionale de l'éducation maritime, Mme Adjoa Nono Begbe, et des inspecteurs de l'enseignement, la délégation a visité des établissements scolaires de préfecture de Lavé, du Bamono, des Lacs, de Vaud, de Yoto et de Zio. La délégation ministérielle descend sur le terrain pour s'enquérir du démarrage effectif de la rentrée scolaire de la région, féliciter les acteurs pour les résultats ayant sanctionné l'année scolaire 2022-2023, leur transmettre ensuite le message du chef de l'État pour un engagement responsable de tous les acteurs du secteur éducatif en vue d'améliorer davantage les performances pour la nouvelle année scolaire et leur souhaiter une bonne et fructueuse année scolaire 2023-2024. Nous devons tout mettre en œuvre pour que la nouvelle année scolaire 2023-2024 donne des fruits à la taille de la dimension du chef de l'État. Dans les établissements visités, la délégation ministérielle a constaté et apprécié la présence du corps enseignant, des élèves et des membres de l'administration scolaire. Après avoir présenté les nouvelles mesures du gouvernement relatives aux tenues scolaires, les ministres ont rappelé aux élèves les fondamentaux de l'éducation que sont notamment l'assiduité, la discipline, le respect des enseignants et des parents avant de les convier à se mettre au travail dès le premier jour de la rentrée afin de garantir la réussite à la fin de l'année. Le Togo, on y reviendra. Tout de suite, le Gabon. Le Gabon, malgré tout ce qui peut se dire, il faudra retenir une chose évidente. C'est qu'au Gabon, il y a eu un changement de régime politique par un désir profond de tous les Gabonais. N'en déplaise à certains, voilà un nouveau régime qui s'est installé sans effusion de sang. Aucun sang d'un Gabonais ni d'un étranger, ou encore, je dirais, d'un Africain, n'a coulé sur le sol gabonais pendant ce changement de régime. Ça mérite de dire que le Gabon, pour ce cas de figure, est premier de la classe. Le président de la transition, chef de l'État gabonais, a reçu en audience le président de l'Assemblée nationale gabonaise, nommé M. Jean-François Ndungu. Et plus tard, deux autres hommes politiques, à savoir M. Richard Auguste Onouvier et M. Paul Tungui. Une rencontre qui prouve à souhait le désir au Gabon de changement. Teddy Ossé, notre correspondant à Libreville, Charlotte Abdoulaye. Le président de l'Assemblée nationale de transition du Gabon, nouvellement nommé, M. Jean-François Ndungu, est venu faire ses civilités et présenter le mode de fonctionnement de l'institution dont il a la charge depuis le 11 septembre 2023 au président de transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il était question d'abord d'exprimer au président de la transition ma profonde gratitude pour la confiance qui a été placée à ma modeste personne, et soulever les questions de fonctionnement de l'Assemblée nationale, notamment le nombre de députés et la proportion des politiques dans ce nombre. La charte nous indique 70 députés,
dont 50 politiques et 20 de la société civile. La matière sur laquelle nous sommes appelés à travailler est une matière, c'est vrai, technique, mais beaucoup plus politique. Et nous pensons qu'il serait de bonne loi qu'il y ait une légère évolution du nombre de députés venant des partis politiques dans cette Assemblée. Nous avons également évoqué les questions relatives à l'organisation de nos travaux, notamment les nombres de commissions qu'on devrait mettre en place, tout en sachant que nous sommes une assemblée transitoire. Le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a eu une journée de travail chargée. Il a également accordé une audience aux doyens politiques, M. Richard Auguste Onouvier et Paul Tungui. Cette consultation a permis au président de la transition d'édifier les deux sages sur le processus de transition. Nous sommes honorés par cette consultation. Il voulait recueillir de nous aussi, compte tenu de l'expérience qui est la nôtre. Nous lui avons exprimé notre disponibilité pour accompagner la reconstruction du pays avec lui. Il est à noter que l'Assemblée nationale de transition compte 50 membres issus des organisations politiques et 20 au cadre de la nation, choisis par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État sur proposition des partis politiques, légalement reconnus. Toujours au Gabon, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, le diplomate et homme politique gabonais, M. Jean Ping, a été reçu en audience par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais. Reportage TDOC Raoul Sankoué. Le président de la transition, chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience et s'est entretenu ce 21 septembre 2023 au Palais Rénovation avec l'homme politique Jean Ping. Les deux personnalités ont évoqué les mesures prises par le comité de la transition pour la restauration des institutions afin de réorganiser le pays. Cette rencontre entre les deux hommes, une première depuis le putsch du 30 août dernier, s'inscrit dans le cadre des consultations initiées par le président de la transition avec l'ensemble de la classe politique gabonaise. Cet entretien a été l'occasion pour le chef de l'État de rappeler à ses hôtes les raisons ayant conduit les militaires à annuler le scrutin du 26 août 2023 et à prendre le pouvoir, et ce à la grande joie de M. Jean Ping. Tout comme il est revenu sur les principales actions menées par le CTRI depuis son arrivée à la tête du pays. Dans ce cadre, le numéro 1 gabonais a précisé que les militaires avaient à l'esprit la nécessité d'agir vite et bien dans le but d'apporter satisfaction aux besoins les plus urgents de la population gabonaise. Par ailleurs, le numéro 1 gabonais a exprimé à ses interlocuteurs sa volonté d'organiser une concertation nationale qui aura le mérite d'associer toutes les forces vives du pays à la décision relative, entre autres, à la durée de la transition et aux grands axes des missions de la dite transition. Au cours de cette rencontre au sommet, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, au visage rayonnant, s'est dit en phase avec les réformes initiées par les autorités de la transition. J'ai été extrêmement honoré et ravi d'avoir cet entretien, d'abord avec mes collaborateurs, mais aussi en tête-à-tête. Je suis resté silencieux. Très silencieux. Il fallait observer, voir ce qui se passait dans mon pays et pouvoir, le moment venu, et ce moment il est là, dire ce que je pense. Je pense, je le répète à nouveau, que le président de la République, son Excellence Brice Oligui Nguema, a effectué un travail considérable d'assainissement du pays. Tout le monde le lui reconnaît, tout le monde l'admire. Et nous sommes là pour travailler, nous sommes prêts à travailler. Travailler avec lui et nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Si on nous demande de le prendre comme nous l'estimons. L'homme politique Jean Ping s'est également dit disponible à accompagner le pouvoir de la transition dans la reconstruction du Gabon, surtout quand on connaît l'expérience de ces derniers et sa connaissance des grands dossiers gabonais. Nous sommes prêts à participer. Si on nous demande, comme nous l'espérons, comme nous le souhaitons, d'entrer dans le jeu, avec tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui depuis 2016 et même avant travaillent pour la restauration de ce pays, restauration à laquelle le président de la République
contribuent largement, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. L'issue de cette rencontre reste encore à être dévoilée, mais elle démontre que les acteurs clés du pays sont prêts à s'engager dans un dialogue constructif pour le bien-être de la nation. La stabilité politique et le respect des valeurs démocratiques sont des éléments essentiels pour le développement continu du Gabon. Et la collaboration entre les différentes parties pourrait ouvrir la voie à un avenir plus promoteur pour le pays. Le peuple gabonais attend avec impatience les résultats concrets de cette réunion historique entre le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema et M. Jean Ping. Après le Gabon, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara, qui est le leader, chef de l'État, président de la République. C'est le moins qu'on puisse se dire. Ici, malheureusement pour les automobilistes, la baisse de la production pétrolière impacte le prix du carburant à la pompe, ce qui n'est pas fait pour égayer les automobilistes qui devront s'y faire. Mais sachez qu'avec le président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, tout ce qui a teinte au malheur des Ivoiriens n'est que de courte durée. Cette baisse de production qui impacte sur le prix du pétrole, pour ne pas dire le prix du carburant à la pompe, sera passager. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le prix du baril de pétrole a atteint 94 $ au 19 septembre 2023. À l'origine de cette hausse de prix, la forte demande énergétique mondiale et la récente décision de la Russie et l'Arabie Saoudite de réduire leur production pétrolière. Ces pays font partie des 3 producteurs mondiaux de pétrole. La Russie a décidé de baisser de 500 000 barils de pétrole par jour. Et donc cela, conjugué avec la baisse de la production de l'Arabie Saoudite, ça fait que l'offre mondiale de pétrole baisse face à une montée en puissance de la demande. Nous sommes gouvernés par une règle, la loi de l'offre et de la demande. Lorsque la demande augmente et que l'offre baisse, mécaniquement, les prix augmentent. La baisse de la production déclenche la flambée du prix du pétrole et ses produits dérivés, entre autres le carburant à la pompe, qui à nos jours coûte 815 francs CFA le litre, de super, et le gasoil à 675 francs CFA. La question qui se pose en ce moment est la suivante. Ces prix vont-ils augmenter en Côte d'Ivoire ? Le président Ouattara, en ce qui concerne mon pays, l'a fait ces derniers temps, depuis l'année dernière. Cela coûte à peu près à la Côte d'Ivoire 700 milliards de francs CFA. Mais si le Nigeria lui-même, qui est pays producteur, dit qu'il est essoufflé en matière de subventions, vu la conjoncture, la canne qui arrive avec le prix du riz aussi qui a augmenté, où le gouvernement a dû effectivement subventionner, on peut s'attendre, je dis bien on peut s'attendre que le gouvernement, comme le Nigeria d'ailleurs, vont implémenter cette augmentation, malheureusement, sur le prix à la pompe. M. Prao Yao Séraphin, expert économiste indépendant, fonde aussi son analyse sur la hausse des prix du carburant déjà appliquée à l'international. En France, par exemple, le litre du carburant à la pompe coûte plus de 2 €. Il avoisine les 1500 francs CFA. Si d'aventure, il arrivait que l'État augmente, il va falloir que l'État fasse un effort de nous promettre de financer des projets structurants. N'oubliez pas que dans notre pays, il faut que nous accroissions les capacités de production du pétrole. Il faut que nous accroissions les capacités de production des cyprès, d'azito, etc. pour que nous n'ayons pas les délestages comme on le constate dans bien d'autres pays. Il faut que le gouvernement nous donne un engagement ferme. D'après M. Prao Yao Séraphin, expert économiste indépendant, il est trop tôt pour envisager la durée de ce choc économique mondial du coût du pétrole. Il est donc conseillé aux populations de changer la manière de gérer l'énergie dans les ménages. Quand on sait que l'obsession du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est le bonheur de ses compatriotes, le bonheur des Ivoiriens. On sait que ce problème sera de courte durée, à savoir cet impact à la pompe du pétrole, pour ne pas dire du carburant, en Côte d'Ivoire. Nous allons au Togo pour parler de ce grand forum maritime, le Africa Week Forum, du côté de Lomé, du 26 au 28 septembre 2023. Cette occasion, tous les professionnels de la filière de l'économie bleue pour ensemble évoquer tous les sujets qui touchent leur profession. Reportage Charlotte Abdoulaye.
Le port autonome de Lomé est une infrastructure de qualité avec un acheminement facile et à moindre coût des marchandises, ce qui fait du Togo une destination de choix pour abriter des événements de grande envergure comme le Forum Maritime Africa Week est un événement majeur qui rassemble tous les acteurs de l'économie bleue en Afrique et leurs partenaires internationaux. Cette première édition du Maritime Africa Week a pour thème principal mettre l'économie bleue au service du développement de l'Afrique. Nous avons constaté que le Togo a fait plusieurs avancées en termes d'économie bleue, que ce soit en matière de pêche, en matière de protection côtière, en matière de transport maritime, en matière de secteur portuaire. Le Togo, dans le classement de la LOSLIS, est le 4e port africain et le premier en Afrique subsaharienne. Et sur le top 100 des ports, il occupe la 94e place. Cette édition se tient du 26 au 28 septembre 2023 à Lomé au Togo et promet d'être un carrefour incontournable pour tous ceux qui s'intéressent au développement durable de l'économie bleue sur le continent. Les participants viennent d'Afrique et d'Europe pour mener des réflexions sur la position de l'économie bleue en Afrique lorsqu'on sait qu'un tiers du continent est fait de ressources en eau. Dans la zone économique de la CEDEAO, les zones côtières participent à une hauteur de 56% sur le PIB de la région. Les eaux douces et les poissons marins contribuent à la sécurité alimentaire de plus de 200 millions de personnes en Afrique et procurent un revenu à plus de 10 millions de personnes. Il est urgent de mener des discussions approfondies sur la gestion des océans africains si l'on veut tirer parti de la dynamique d'une économie bleue pour booster les économies nationales. C'est à l'aune de cette dynamique que le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, a inscrit le programme de l'économie bleue au rang des priorités nationales. Le Forum Maritime Africa Week Togo 2023 s'articule autour d'une exposition, des conférences et séminaires en ligne et face-to-face, des visites découvertes, des infrastructures maritimes et de l'économie bleue du Togo et de rencontres B2B. Il faut ces occasions de débat, de brassage, de partage des meilleures pratiques pour que les acteurs du secteur maritime du continent puissent se connaître, échanger entre eux, faire des prospections sur l'avenir. Je voudrais saluer dans la foulée le choix de notre pays, le Togo, pour le lancement de cette première édition. Une première qui cadre bien avec la lancée sur laquelle nous sommes sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence le Président Faure Essozimna Gnassingbé, et qui place aujourd'hui notre plateforme portuaire parmi les plus performantes de notre continent. Un indicateur important dans la vision du chef de l'État de faire de notre pays un hub logistique de premier choix. Les travaux du Forum Maritime Africa Week ont été lancés par une conférence inaugurale sur le thème Togo, modèle d'innovation et de développement durable dans l'économie bleue. Plusieurs autres panels sont au programme. La cérémonie d'ouverture du Forum Maritime Africa Week s'est achevée avec la visite des stands des entreprises présentes. Lomé au Togo, ce forum maritime, c'est un grand rendez-vous pour tous les professionnels de l'économie bleue. Allons-y faire un tour du côté du Tchad, dans le pays du président Mahamat Idriss Déby Itno, ce général, qui aujourd'hui maîtrise et fait le bonheur de tous ses compatriotes tchadiens. Le président de la transition tchadienne, président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé une audience à une délégation gabonaise conduite par le secrétaire général de la présidence de la République gabonaise, M. Guy Rossatanga, ce qui a fait suite à un échange de bons procédés par N'Djamena, qui a aussi détaché une délégation pour Libreville. Voilà ce qui fait plaisir à tous les Africains de voir des échanges sud-sud, de voir ce type de collaboration et de partenariat entre nos États. Reportage Charlotte Abdoulaye.
Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno a reçu une délégation envoyée par le président de transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a dépêché le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, M. Tahir Amin Guiling, à Libreville, auprès du président de transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour s'enquérir de la situation sociopolitique en cours au Gabon après la mise en place du comité pour la transition et la restauration des institutions. Le général de transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à son tour a envoyé une délégation à N'Djamena, une délégation conduite par M. Guy Rosatanga Rigno, secrétaire général de la présidence de la République du Gabon. Cette délégation est porteuse d'un pli fermé du président de transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, au chef de l'État, après la remise de la missive à son illustre destinataire, l'occasion faisant, le larron, M. Guy Rosatanga Rigno, a transmis les salutations fraternelles du peuple gabonais au chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. M. Guy Rosatanga Rigno, ravi des échanges avec le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a évoqué à sa sortie de l'audience les forts liens multiples et variés entre Tchadiens et Gabonais et la nécessité pour les deux peuples d'être informés de la situation sociopolitique dans leurs pays respectifs. Le Tchad et le Gabon sont des pays frères et pas que d'aujourd'hui. Une longue histoire nous lie. Et face à la nouvelle phase de la vie de notre pays, il était bon que nous puissions venir rencontrer le président du Tchad, lui dire ce que nous faisons et bien entendu solliciter ses conseils et son accompagnement, car comme vous savez, nous appartenons à des ensembles sous-régionaux, qu'il s'agisse de la CEAC ou de la CEMAC, et il était bon que nos frères, nos voisins sachent ce qui se passe au Gabon. Ces échanges épistolaires au sommet des deux États posent les fondations d'une relation constructive entre les gouvernements de transition gabonais et tchadiens. L'émissaire M. Guy Rosatanga Rigno a annoncé l'arrivée prochaine à N'Djamena du président de transition du Gabon pour des discussions plus approfondies et des collaborations concrètes avant d'ouvrir la voie à une coopération mutuellement bénéfique entre le Gabon et le Tchad pendant cette période cruciale de transition politique. La semaine dernière, nous avons évoqué un sujet crucial qui touche la planète d'ailleurs, mais spécifiquement sur la Côte d'Ivoire, à savoir la filière de la volaille, le poulet. Le poulet, comme je disais la semaine dernière, qu'on aime manger. Aujourd'hui, nous nous sommes focalisés sur un autre aliment. C'est tout simplement l'escargot. Un aliment qui est très prisé en Côte d'Ivoire et je crois dans la sous-région. L'escargot est un aliment qui est très prisé en Côte d'Ivoire et aussi rentable pour ses éleveurs que ceux de la volaille. L'élevage de l'escargot est devenu une niche financière, comme nous le prouve ce reportage. Une niche financière, il faut le préciser, aussi rentable que l'élevage de la volaille. Reportage en Côte d'Ivoire sur l'élevage de l'escargot. Ça c'est un sac, on a divisé ça en deux. Le prix est à 75 000. Ici c'est rouge. Ici, c'est le vrai là. Ça, c'est quitte. Aujourd'hui matin, on m'a envoyé 2 sacs de guessabo. Je préfère les escargots dans la sauce graine et aussi les grillades aussi. Sur le marché, c'est vraiment cher. Parce que tu peux avoir 4 escargots à 2 000. Des fois 5 à 5 000. Vraiment, c'est vraiment cher. Les travaux au niveau de l'université Nangui-Abougoua ont commencé avec l'espèce Achatina achatina. Sous nos yeux, l'escargot est en train de disparaître de nos forêts. Voilà pourquoi il est important de penser à son élevage. Pour toute personne qui désire réellement s'investir dans la chose, nous prenons le temps de former d'abord lui qui est le financier, donc le responsable du projet, qui lui a la connaissance et après peut la transmettre à son personnel. J'ai fait l'élevage d'escargots, mais je n'ai pas reçu de formation. J'ai travaillé et j'ai obtenu 10 000 petits escargots. Mais sans la connaissance, bon, j'ai perdu les 10 000. Mais Dieu merci aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous a appris, il m'a instruit sur tous les points pour pouvoir réussir dans la vie. Vraiment, je dis merci à ce monsieur. L'élevage d'escargot peut se faire partout, en forêt, au village et aussi en zone urbaine. Et ce qui est intéressant en zone urbaine, c'est que l'animal ne produit pas d'odeur et encore moins ne fait de bruit.
Donc on n'est pas dérangeant pour le voisinage. D'abord se faire former et par la suite s'investir en fonction des moyens qu'elles ont. Ce que nous faisons, nous créons un espace qui permet à l'éleveur de produire son propre aliment végétal, qui lui donnera d'économiser sur la ligne 7 pour un premier plan, et surtout de produire une alimentation saine pour ces animaux. C'est vrai que nous faisons de l'élevage de l'escargot, mais dans l'esprit, c'est de rester au 100% biologique. Quand on installe les animaux dans l'escargotière, on se dit, bon, on a tout au plus un mois avant la ponte parce qu'il faut pouvoir déstresser l'animal avec certaines petites stratégies naturelles. Donc au bout de 1 mois, on suppose qu'on a des œufs. Une fois que les œufs apparaissent, nous utilisons une cuillère en plastique pour la collecte des œufs. Les mettons dans notre takeaway perforé au préalable par le bas. Parce que lorsque nous allons arroser après les œufs, il faudrait que le surplus d'eau puisse descendre. Si notre takeaway regorge comme substrat ou du sable, nous aurons tout au plus 15 jours pour l'éclosion. Mais là, si nous utilisons la sciure de bois, nous aurons tout au plus 21 jours pour l'éclosion. Nous avons la session agricole à entretenir. C'est vrai que c'est des reproducteurs, on les optimise, mais ils ne sont pas nourris seulement qu'à la provende, ils sont nourris aussi aux feuilles. Donc il y a la session agricole qu'il faut entretenir. Après, il y a les reproducteurs qu'il faut essayer de peser, soit par semaine, soit 2 semaines, enfin au plus grand tard. Il y a quand même des notes qu'il faut faire, il y a des observations, il y a trop de choses à faire. Donc pour 1000 reproducteurs, et là nous sommes pratiquement à 1900, il faut 2 employés. Première heure le matin, je vérifie les reproducteurs. Après ça, je me retrouve avec les naissants. Les arrose, je les donne à manger le matin. On les donne de la salade avec papaye. Le soir encore, je lave les accessoires, je les donne à manger. Maintenant, je vais me reposer. Pour nous, il était nécessaire de promouvoir ce mollusque-là autour d'un festival pendant lequel on forme des étudiants, des personnes intéressées à l'élevage d'escargots, mais aussi on fait la promotion de la diversité des valeurs de l'escargot, telles que la cosmétique, telles que l'artisanat, telles que la gastronomie, telles que la transformation de la bave et autres. Sur le terrain, on sait plus ou moins déjà que la marge bénéficiaire en ce qui concerne les poules pondeuses, c'est autour de 68 000 par mois. En ce qui concerne les poulets chers, c'est autour de 124 000 par mois en élevage semi-intensif. Mais en ce qui concerne l'élevage des escargots, c'est 184 000 francs par mois. Donc vous voyez que déjà lorsqu'on compare, la marge bénéficiaire des escargots est plus importante. Après ce reportage sur l'escargot, qui n'est autre qu'un aliment très prisé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région africaine, c'est pour dire simplement à tous ceux qui prendront d'assaut la Côte d'Ivoire pour cette CAN 2023 qui se tiendra le jour de mon anniversaire, à savoir le 13 janvier. Enfin, qui débutera le jour de mon anniversaire, à savoir le 13 janvier 2024, qu'ils soient rassurés sur la prolifération des aliments bio en Côte d'Ivoire. S'il y a quelques sceptiques encore, des ennemis de l'Afrique, pour attirer l'attention sur une quelconque défaillance de cette CAN 2023, sachez que la Côte d'Ivoire est prête à abriter la CAN 2023. Il y en a sûrement eu des choux gras dans les réseaux sociaux avec ce qui est désormais appelé l'affaire Ebimpe. Pour mémoire, les inondations que la planète traverse n'épargnent personne, aucun pays, aucune structure. Le pays du président Alassane Ouattara offrira à l'Afrique une belle CAN, rêvée par tous les Ivoiriens, tous les Africains et toute la planète foot. Soyez-en rassurés et surtout pas de fatalité. Et je sais déjà qui sera le champion officiel de cette CAN 2023. Pour l'instant, regardez tout le complexe qui accueillera la planète foot en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se prépare avec enthousiasme pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À travers le pays, 6 stades se dressent fièrement, prêts à accueillir les légendes du football africain. Partons à la découverte de ces temples du sport où l'adrénaline et la passion brûleront plus vives que jamais. Au centre d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, s'érige le stade Félix Houphouët-Boigny. Stade historique avec des tribunes entièrement réinstallées et couvertes, cet édifice situé en plein cœur de la commune du Plateau captive par sa grandeur. Doté d'une pelouse hybride, il offre une vue imprenable sur la lagune ébriée. Au nord d'Abidjan, à Ebimpe, sur une superficie de 20 hectares, le stade olympique Alassane Ouattara, doté de 60 000 places, d'une pelouse naturelle et d'un parking pouvant accueillir plus de 10 000 véhicules, ce stade est l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. Il recevra les matchs d'ouverture et de clôture de la CAN 2023.
À Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, se situe le stade Charles-Konan-Banny. Avec une capacité de 20 000 places, ce terrain est équipé d'un gazon hybride, de projecteurs et d'écrans LED. La tribune principale, répartie sur 2 étages, abrite des bureaux, des vestiaires, un espace VIP et une salle de presse. Toujours au centre de la Côte d'Ivoire, le mythique stade de la Paix de Bouaké. Inauguré pour la première fois en 1984, il fait peau neuve pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Sa capacité d'accueil a été portée de 25 000 à 40 000 places, avec une toiture pour l'ensemble des gradins. Sur la côte sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville balnéaire de San Pedro se prépare également à accueillir la compétition. Le nouveau stade olympique de la ville, stade Laurent Pokou, s'étend sur une superficie de 16,5 hectares, avec 20 000 places assises entièrement couvertes et un parking de 2 000 places. Korogo, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, est la 5e ville de la Côte d'Ivoire qui accueille la CAN 2023. Le stade de la ville, stade Madougon Koulibaly de Korogo, construit sur une superficie de 20,17 hectares, est équipé de 20 000 places entièrement couvertes, d'un gazon naturel et d'un parking de 2 000 places. Après cette présentation des stades de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire, c'est l'heure de vous présenter notre grand format. Pour ce grand format, nous avons décidé de vous présenter un homme politique, parce que les paroles qu'il dit, ce qu'il évoque, donnent à réfléchir à plus d'une personne. Et on a simplement envie de dire, plus jamais ça, dans un pays africain. Plus jamais ça, par nos politiques. On va écouter ce monsieur grâce à sa conférence de presse, une conférence de presse qu'il a voulu donner à tous les médias nationaux et internationaux du côté de Libreville. Bertrand Zibi, homme politique gabonais, détenu arbitrairement à la prison centrale de Libreville, a été libéré. Il a tenu une conférence de presse dont un extrait fait l'objet de notre grand format. Monsieur Bertrand Zibi, dont les propos qu'il tient feront réfléchir plus d'une personne. Notre correspondant du côté de Libreville pour ce grand format, Teddy Ossé. Mesdames, Messieurs les journalistes, merci infiniment. Ce matin, je viens m'adresser au peuple gabonais pour une nouvelle importante. En effet, j'ai été arrêté le 1er septembre 2016. J'ai été arrêté et envoyé à la prison centrale de Libreville. Ce matin, je viens solennellement vous annoncer que simultanément à New York, à Londres, à Paris et à Libreville, mes avocats vont déposer plainte contre Ali Bongo, Ondimba et consorts. Cette plainte est instruite parce que durant ma détention, j'ai été plusieurs fois torturé. J'ai fait 3 comas. J'ai, durant ma détention, subi des traitements inhumains. J'ai été, durant ma détention, mis dans un quartier pendant plus de 4 ans avec des malades mentaux. Et ce quartier, le CA, existe toujours à la prison centrale de Libreville. Messieurs, mesdames les journalistes, vous pourrez aller le vérifier, ils y sont encore. J'ai passé 6 mois dans le noir absolu, ce qui m'a valu la perte de près de 40% de ma vue. Alors j'ai instruit mes avocats aux États-Unis, en Angleterre, à Londres, à Paris et à Libreville. Nous déposons plainte aujourd'hui, simultanément, contre Ali Bongo, Ondimba et consorts. Afin que nul n'en ignore, j'ai donc tenu, de manière solennelle, à l'annoncer au peuple gabonais, mais surtout à vous les médias, que vous sachiez que dès aujourd'hui, une plainte est déposée. Des plaintes sont déposées à l'international et ici au Gabon contre Sieur Ali Bongo Ondimba. Et je compte aller jusqu'au bout parce que de ce qui en résulte, j'ai une double fracture de la clavicule
qui nécessite une opération délicate. À la prison centrale de Libreville, nous étions souvent torturés sous la pointe des pieds. Mais il faut vous le dire très clairement, c'est malheureusement la partie la plus négligée de nos corps, mais en réalité, celle qui est la plus sensible. Et donc, ayant été plusieurs fois torturé sous la pointe des pieds, lorsque j'étais aux États-Unis, parce que ma plainte est étayée par un diagnostic médical important, j'ai des lésions sous les pieds avec une prédilection peut-être à mes 70 ans, que je serais peut-être infirme, parce que j'ai été plusieurs fois torturé sous la pointe des pieds. D'autres personnes aujourd'hui, je ne saurais le taire, n'ont pas eu la chance que j'ai eue de survivre à ces tortures. Lorsque l'on est prisonnier, surtout que je n'ai rien fait pour me retrouver à la prison centrale de Libreville, j'ai donc plusieurs fois été torturé et ce matin, je porte plainte contre Ali Bongo Ondimba, tant à New York qu'à Londres, à Paris et à Libreville. Ali Bongo, comme vous le savez, a été déposé le 30 septembre 2023, mais tous les crimes qu'il a commis contre notre peuple, il doit en répondre devant les juridictions tant nationales qu'internationales. Beaucoup n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Depuis 2009, plusieurs familles gabonaises sont éplorées. Elles ne reverront jamais plus leurs enfants. Pour que plus jamais ça n'arrive dans notre pays, eh ben, Ali Bongo se retrouvera dans très peu de temps à l'international comme au Gabon devant les juridictions afin qu'il puisse en répondre puisqu'il en était l'auteur. Ceux qui sont décédés, paix à leurs âmes. Ceux qui vivent, que nul n'en ignore. C'est l'objet ce matin de ma conférence de presse pour dire au peuple gabonais et à la communauté internationale tout entière que dorénavant, je me répète, j'ai donc simultanément, quand le jour se lèvera à New York, le procureur de New York sera saisi par mes avocats. La même chose se fait à Londres, la même chose également à Paris et à Libreville. Ces 4 plaintes qui sont déposées et vous avez ce dossier, ce volumineux dossier qui est étayé par les visites des ambassades, par des médecins légistes et qui ont certifié tout ce que j'ai subi pendant 6 ans lors de ma détention injuste et arbitraire que le monde entier connaît. Un procès inique suivi de tortures inhumaines. Cela ne peut pas passer sous silence. Le Gabon a été libéré par le général Oligui Nguema et l'armée dans sa composante entière. Je me permets respectueusement ce matin de donner 2 conseils à mon frère, le président Oligui Nguema. La première chose est que Oligui Nguema est venu au grand jour sauver le peuple gabonais. À lui de comprendre que depuis le retour au multipartisme et bien avant, plusieurs de nos compatriotes ont laissé leur vie. Plusieurs n'ont pas pu voir ce que nous vivons aujourd'hui, la libération de notre pays. Et si le Gabon en est arrivé à descendre aussi bas, c'est simplement parce que ses fils, supposés dignes fils, ont tout fait pour l'entraîner dans l'abîme. Alors le premier conseil que je me permets de donner au général Oligui Nguema, au président de la transition, c'est de faire attention aux atalakoutistes. C'est de faire attention à tous ceux qui, tous les jours, vous disent être l'homme le plus fort, l'homme le plus beau, l'homme le plus intelligent. Ce pays n'a pas besoin et n'aura plus besoin de tels individus. Vous devez rester comme un fils de Dieu que vous êtes, un simple humain. Si vous vous en départissez, eh bien malheureusement, j'ai pu voir, j'ai étudié,
Je vous connais, vous me connaissez. Prenons exemple dans d'autres pays où des personnalités comme notre général aujourd'hui avaient été accueillis en héros. J'ai en image encore le 25 décembre, un certain 25 décembre en Côte d'Ivoire, où le général Robert Guéhi était appelé le Sauveur. Il était appelé Jésus-Christ. Comment a fini Robert Guéhi? J'ai en image des scènes de liesse des populations de la Guinée lorsqu'elles accueillaient Dadis Camara. Où est Dadis Camara aujourd'hui? Nous avons encore en esprit Désiré Kabila en train de rentrer dans Kinshasa, ovationné, applaudi par toute la population. Comment a-t-il terminé? Le constat que j'ai fait en moins d'un mois de la prise de pouvoir du général Oligui, que j'affectionne particulièrement, parce que je l'ai connu lorsqu'il était lieutenant aide-camp d'Omar Bongo. À ce titre, Oligui assistait à toutes mes rencontres avec le défunt président Omar Bongo. Je sais que c'est un homme pragmatique, franc et vrai. Avec lui, le président défunt nous avait confié certains dossiers que nous avons réglés avec dextérité. J'ai encore en image, il le sait, Omar Bongo qui devait être arnaqué par des grands professionnels sur l'achat d'un Boeing 777. Le dossier m'avait été confié aux États-Unis en présence d'Oligui. Nous avons géré ce dossier malgré ma commission, puisque pour la vente d'un avion, les commissions s'élevaient en plusieurs milliards. J'avais systématiquement refusé cette vente parce que ce n'était pas en réalité l'argent de Bongo. C'était l'argent du peuple gabonais et Oligui et moi avons mis un terme à cette vente qui devait se conclure. J'ai encore en esprit un dossier qu'Oligui a géré directement avec moi lorsque la presse internationale arnaquait le défunt Omar Bongo par des factures fallacieuses, volumineuses et importantes des devises de notre pays. Nous sommes allés aux États-Unis et nous y avons mis un terme en remettant la balle au centre et nous avons pu gérer à moindre coût, à presque pour rien, la presse internationale de Bongo père que j'avais géré à cette époque. Ça, c'est le Oligui Nguema que je connais. Je connais également le Oligui Nguema qui est venu me rencontrer à la prison centrale de Libreville à 2 mois de ma sortie. Nous nous sommes parlé dans le bureau du général Effayon pendant plus de 2 heures. C'est un homme de cœur, mais je lui dis solennellement aujourd'hui devant le peuple gabonais. Ce qui me caractérise, je n'attends rien, je n'ai que la vérité à dire. Mon général, attention, autour de vous, trop de personnes prennent trop rapidement la grosse tête. Trop de personnes prennent rapidement la grosse tête, ignorant les cris du peuple gabonais. Nous n'avons pas déshabillé Paul pour habiller Jacques avec la même veste. Vous avez vu l'arrogance avec laquelle Ali Bongo, son épouse Sylvia Bongo, son fils Noureddine et tous les autres nous ont gérés. Ils nous ont gérés avec un mépris indescriptible. Ils nous ont gérés comme si nous n'étions que des moins-values. Vous-même, vous prenez de grandes décisions, mais faites-les répercuter autour de vous, pour qu'autour de vous, des personnes ne prennent pas inutilement la grosse tête. Parce que ce qui se fait aujourd'hui est la résultante de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui ont souffert, de ceux qui sont en prison présentement. C'est la libération d'un peuple. Vous ne devez donc pas être pris en otage par un clan, fût-il votre clan maternel ou paternel, par vos amis, encore moins les fossoyeurs de notre pays. Mon général, mon président, cher père, nous avons plusieurs prisonniers politiques au Gabon. Un seul jour en prison, je ne le souhaite pas, même à mon pire ennemi. Je ne me réjouis pas, mais je suis content que Noureddine soit enfin en prison.
Je suis content que Sylvia soit en résidence surveillée, mais elle doit rejoindre la prison centrale de Libreville également, pour goûter un peu à l'amertume de ce qu'ils nous ont fait subir. Ali Bongo ne doit pas être en résidence surveillée. Lui aussi doit aller un peu faire un tour au CA parmi les fous où il m'a envoyé pendant 4 ans. Parce que, malheureusement, c'est la place que mérite Ali Bongo Ondimba. À la prison centrale, je lui souhaite 2 quartiers où la Chine populaire, où il entasse des Gabonais par milliers. Ils sont aujourd'hui plus de 800 Gabonais dans moins de 20 mètres sur 20. C'est du jamais vu. C'est du bétail humain. Je souhaite que Noureddine aille faire 1 semaine en Chine. S'il pourra tenir 2 heures. Je souhaite qu'Ali Bongo aille faire 1 semaine au CA parmi les malades mentaux où moi j'ai résidé pendant 4 ans. Monsieur le Président, très respectueusement, libérez les prisonniers politiques. Vous êtes le père de la nation. Ils sont nombreux les petites mains. Certains arrêtés depuis 2009, sans jugement. D'autres, plus nombreux, arrêtés depuis 2016. On ne cite souvent que les plus connus, mais ils sont des dizaines et des dizaines. Libérez-les. C'est pour notre patrie, c'est pour notre nation. Aujourd'hui, vous êtes le héros parce que vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi votre coup d'État, vous serez l'homme le plus outracié aujourd'hui, l'homme le plus honni. Vous serez peut-être mort. Nous serions peut-être en train de pleurer notre général, Oligui que vous êtes. La prison doit être l'exception, mais pas la règle. Mais sous le règne dictatorial de votre prédécesseur Ali Bongo, il n'a fait que 2 choses. Torturer les Gabonais, spolier, voler les Gabonais et s'approprier tout un pays. La vérité n'a pas de tombe. De l'argent a été découvert dans des maisons des individus. Cet argent appartient aux Gabonais. Je vous suggère 2 choses pour l'utilisation de cet argent. Sachant que votre mandat n'excédera pas 3 ans, vous ne pourrez donc pas nous construire des routes, etc., etc. Je suggère, je vous conseille, cher président, premièrement, de tout l'argent qui a été découvert, ça nous pouvons le faire en 2 ans. Je vous suggère de construire, de faire construire par des Gabonais, le génie militaire et tous les militaires et nous tous, une grande cité. Une grande cité qui pourra avoir 500 maisons. Avec les tonnes d'argent que nous avons découvert, nous pouvons construire 500 maisons. Et cette cité, nous l'appellerons la cité des martyrs. Nous avons de la liquidité qui a été découverte. Nous avons de l'argent qui a été découvert dans les maisons de nos bourreaux. Cet argent, il faut l'utiliser de manière symbolique, de manière mystique, pour que le peuple gabonais dise un jour, le général Oligui avait construit 500 maisons, c'est la cité des martyrs. Vous pourrez donner un autre nom, mais je peux vous le dire, cet argent doit essentiellement servir à ceux qui ont payé le lourd tribut pour la libération de notre pays. Combien de milliers de milliards Meksan Akumbesi a-t-il pris dans ce pays? Combien de centaines de milliards Liban Suleiman a-t-il pris? Combien de milliards Oseni Ossa qui est arrivé chez nous, vulcanisateur, il réparait les roues à Bellevue. Et vous voyez ce qu'on a découvert dans un des domiciles de ce fils. Quand on sait que 90% de cet argent est dans des paradis fiscaux. Le Gabon, moi je le dis, ce n'est qu'une goutte d'eau. Les images qui nous sont présentées de ces valises pleines. Le gros de leur argent se trouve dans des paradis fiscaux et encore dans d'autres maisons et vous continuerez de découvrir. Donc le peu qui a déjà été découvert, je vous demande humblement, au nom de nos ancêtres, ce projet, vous pouvez l'initier dès demain matin. Et au bout d'1 an, nous aurions terminé avec nos martyrs. C'était donc vous dire, pour me résumer, et nous terminons, que ce matin, je dépose une plainte à New York
à Londres, en Angleterre, à Paris, en France et à Libreville contre Sieur Ali Bongo Ondimba pour torture, pour traitement inhumain et tout ce qui s'ensuit. Mes avocats sont vent debout et cette plainte solennellement va être déposée dans ces 4 pays, le Gabon, la France, l'Angleterre et les États-Unis, afin que nul n'en ignore. Le Gabon a été mal géré. Le Gabon a été géré par un dictateur féroce. Nous avons soif de liberté. Écoutez-nous, écoutez tout le monde, vous réussirez. Vous réussirez parce que vous avez déjà l'onction des ancêtres gabonais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre Gabon. Je vous remercie. Tout en rappelant aux automobilistes de Côte d'Ivoire que bientôt, le prix du carburant à la pompe reviendra à la normale, et à ceux qui viendront en Côte d'Ivoire pour la Cannes 2024, les escargots auront grossi comme ça, on les mangera tous. Je suis Consti Eka, n'oubliez pas toutes les multi-rediffusions sur votre chaîne de télévision. Au revoir.